redevenir à peu près une vie normale. Donc ce matin, on souhaitait vous parler effectivement de la facturation électronique et du e-reporting. Peut-être quelques mots en guise d'introduction. Il est échangé en France par an 2 milliards de factures, c'est 400 millions d'entreprises environ. Et la TVA est la recette principale de l'État français, hein, c'est le budget principal, et on considère qu'il y a 12 milliards de fraude à la TVA. Alors, vous allez me dire quel est le lien entre la fraude à la TVA et le nombre de factures qui sont échangées. Eh bien, en fait, l'idée essentielle de cette réforme, c'est avant tout une réforme pour venir lutter contre la fraude à la TVA, puisqu'elle va permettre à l'administration, et donc je donnerai un autre chiffre, 1984, que vous connaissez sûrement, ce roman dont on a beaucoup parlé, sur la capacité des organisations à pouvoir avoir une entité qui vous regarde et vous scrute. Est-ce que l'administration est un Big Brother? Je n'irai pas jusque-là. Mais en tous les cas, ce qui est très certain, ou ce qui est assez certain, c'est que c'est l'essence même de cette réforme, c'est pouvoir assurer un meilleur audit des processus TVA. Donc, durant cette petite heure, évidemment, comme le disait Sophie, n'hésitez pas à poser vos questions. Pour nous, c'est un peu troublant parce qu'on doit faire un peu le web chat et en même temps vous regarder. Donc voilà, mais c'est parfait. N'hésitez pas à poser vos questions sur web chat ou à lever la main le cas échéant. L'idée est bien entendu de pouvoir enrichir au cours de ces discussions de vos remarques et de vos pratiques. On a tous à apprendre les uns des autres, hein. C'est clairement dans une réforme aussi structurante. Il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y aura sûrement pas de mauvaises réponses, on l'espère. Donc on va faire quelque chose en 3 temps. Premier temps, effectivement, on va vous présenter un peu la réforme pour tous se remettre un peu à niveau, puisque l'administration, en l'espace de 15 jours, du 15 septembre au 30 septembre, a sorti donc 2 documents structurants, l'ordonnance et les spécifications techniques qui font plus de 90 pages. Donc, je suis sûr que vous êtes régalés à les lire avant ce webinaire. Et puis, on vous apportera peut-être aussi les réponses pratiques, le sentiment, effectivement, qu'on a sur comment les entreprises doivent se préparer, et puis on fera un retour sur effectivement les impacts de la réforme. Et donc, on vous propose de commencer d'ores et déjà sur le premier volet, donc la présentation de la réforme et de ses nouvelles évolutions. Alors, la réforme du e-invoicing, comment est-elle structurée? Quelles sont ses caractéristiques fondamentales? Quels sont ces éléments qui viennent changer avec vos pratiques actuelles? Alors, la facturation électronique, elle fonctionne sur 2 grands piliers. Le e-invoicing, donc c'est l'obligation d'émettre et de recevoir des factures électroniques. Alors, on verra ce qu'est une facture électronique. Une facture électronique, c'est un document qui est initialement conçu électroniquement, émis électroniquement, reçu électroniquement. Et ça concerne les opérations domestiques. On verra un peu plus loin dans le détail du champ du invoicing, mais ces opérations réalisées entre assujettis. Alors, assujettis, c'est le grand mot de la TVA pour dire entreprise, sur le territoire français. Et puis, l'administration fiscale a souhaité combiner le e-invoicing avec un autre élément qui est le e-reporting. Alors, pour info, le e-invoicing est une mesure qui va demander l'obtention de l'unanimité de la Commission européenne, puisque c'est une dérogation à la directive TVA. On est un petit peu technique, hein, mais c'est pour... donc, ce n'est pas encore acquis. En revanche, le e-reporting n'est pas soumis à une réponse de l'administration, de la Commission, mais le e-reporting, c'est toutes les autres opérations qui ne sont pas soumises à invoicing devront faire l'objet d'un e-reporting, donc une communication des données à l'administration fiscale, et donc essentiellement les données B2B à l'international et B2C. Là-dessus, ça c'est les 2 modalités. Donc, on va devoir transmettre ces données de manière dématérialisée à l'administration fiscale. C'est pour ça qu'on parlait de ce Big Brother, puisque l'administration aura en temps réel la communication de vos données. Pour information, dans le rapport parlementaire qui a été fait par l'administration, dans les 4 souhaits émis par l'administration, en tous les cas les 4 volontés de dire qu'est-ce que va m'apporter la facturation électronique, alors finalement quel est l'apport de la facturation électronique, l'administration fiscale dit on pourra avoir le poumon des entreprises. Alors le poumon,
Vous savez, hein, le marathon a été couru hier à Paris. Le poumon, c'est ce petit truc qui fait qu'on sent tout de suite si ça bat fort ou si ça bat pas fort. Et donc, c'est la capacité de tout de suite comprendre comment tourne l'économie française, puisqu'on aura toutes les données, les volumes de vente et d'achat en temps réel. Donc ça, c'est un autre concept de la facturation électronique, c'est qu'on passe d'un mode d'audit. Donc le mode d'audit, c'est quoi? C'est le mode où on regarde après, au mode du real time, c'est un mot anglo-saxon encore une fois, mais du temps réel. Donc l'administration en temps réel aura accès à vos données. Donc ça, c'est des idées, on y reviendra, mais qui sont extrêmement structurantes, puisque la force ou le changement de paradigme avec le temps réel, c'est que fondamentalement, si avant, pour déclarer de la TVA, on prenait des données, on travaillait, puis on déclarait le mois suivant, la CA3 de ce mois-ci regroupe les opérations de septembre, donc on a du recul, donc on se donne du jeu ou de la perspective. Ce temps-là va disparaître puisqu'elle sera communiquée en fait en temps réel. L'administration aura vos transactions au jour le jour et en e-reporting de manière hebdomadaire. Donc, c'est un point très important. Et d'ailleurs, l'administration dit que l'un des avantages de la réforme, c'est de pré-remplir la CA3. Voilà, donc juste pour vous donner grandes idées. Donc, et après, le rôle très important des plateformes. Donc, avant, vous faisiez peut-être de la facturation électronique avec de l'EDI, secteur du textile, secteur auto. Et c'est fini, il faudra passer par une plateforme. Donc, il faudra casser des flux ou repenser des flux. Mais les plateformes, effectivement, auront ce rôle de pouvoir recevoir les données des entreprises, d'accueillir les données des clients, parfois de moduler les formats en tous les cas de factures ou de données qui sont transmises. Donc les plateformes ont un rôle crucial et dans les plateformes, il y a la plateforme d'État qui se veut être une entité centralisatrice. Et alors le format des factures, ça sera donc définitivement un message structuré. Et donc si vous faisiez du PDF, hein, clairement, c'est indiqué en tous les cas dans les questions-réponses qu'a émis en ligne l'administration fiscale en septembre, le PDF n'est pas considéré comme une facture électronique. Donc voilà, grosso modo, si on peut tirer à grands traits les grandes caractéristiques de la réforme. Alors, pour mettre en œuvre effectivement tout ce changement et ce bouleversement pour les entreprises, l'administration a mis en place un calendrier qu'elle a modifié, puisqu'au début, on avait un calendrier qui démarrait au 1er janvier 2023 et qui finalement a été décalé dans le temps. Alors, non pas parce que la réforme ne sera peut-être pas mise en place, hein, c'est juste plus de temps pour les entreprises pour s'assurer que sa mise en place sera bien réelle. Donc, il faut vraiment voir les choses, c'est demain, ça va être fait, alors sous réserve de certaines précisions, hein, comme Laurent Duc précisait, mais il faut vraiment, dès aujourd'hui, se mettre dans une position proactive parce que cette réforme va réellement rentrer en vigueur. Le décalage dans le temps, c'est juste du temps qui vous est laissé pour vous préparer, pour anticiper, pour analyser au préalable l'ensemble de vos flux, savoir dans quelle situation vous serez et dans quelles situations seront concernées aussi. Mais dites-vous bien que dès à présent, il faut déjà être dans une démarche pour se mettre en musique face à cette réforme qui va avoir le jour. Donc, il y a plusieurs obligations dans ce calendrier. Donc, on a vu, on a le e-reporting et le e-invoicing. La première chose, la plus importante, et qui est la première date, à partir du 1er juillet 2024, et pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, il y a une obligation de savoir recevoir des factures électroniques. Donc, quelle que soit la taille, toutes les entreprises, tous les assujettis devront être en capacité de recevoir des factures électroniques. Ça, c'est la première chose. Le deuxième axe de la réforme porte sur les factures en tant que telles, l'émission de factures en tant que telles, donc le e-invoicing. Et là, on a un calendrier progressif. Pourquoi? Parce que justement, en fonction de la taille de l'entreprise, on a des moyens humains et techniques qui sont différents entre une grande entreprise ou au contraire une PME ou TPE. Donc, pour les grandes entreprises ou les entreprises qui sont dans un groupe TVA, donc avec un seul assujetti à la TVA pour l'ensemble du groupe, la réforme devra être mise en place dès le 1er juillet 2024. C'est-à-dire que ces sociétés devront être en capacité d'émettre des factures électroniques. Alors, juste pour rappel, hein, ce qu'on appelle grande entreprise, c'est plus de 5000 salariés et un chiffre d'affaires
supérieur à 1,5 milliard d'euros ou un total bilan supérieur à 2 milliards d'euros. Deuxième phase, pour les entreprises de taille intermédiaire, les ETI, qui, elles, devront se mettre en conformité 6 mois plus tard, donc au 1er janvier 2025. Et ensuite, on redescend on avance dans le temps plutôt, au 1er janvier 2026, les PME et TPE, c'est-à-dire toutes les autres sociétés en fait, qui n'étaient pas encore entrées dans le calendrier, dans cette obligation de transmettre des factures électroniques, devront s'y conformer. Ce qui signifie quoi? Ça signifie que finalement, à partir du 1er janvier 2026, il n'y aura plus aucune facture papier, en B2B notamment, qui devront être émises, qui devra être émise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a une question, mais on répondra après en fin de session aux questions pour ne pas casser la présentation. Mais on a bien fait la question sur est-ce que les structures non assujetties sont couvertes par cette obligation? Alors, concernant, une fois qu'on sait quel est le calendrier, quand est-ce que la réforme va se mettre en place, la question c'est de savoir, quelles sont les opérations qui relèvent finalement de cette réforme, qui est concernée par le e-reporting et le e-invoicing. Qu'est-ce que je vais devoir paramétrer en amont? Quel flux je vais devoir identifier pour savoir si je rentre dans l'obligation ou pas. Alors, on a deux axes, invoicing et e-reporting. Sur le e-invoicing, on a un champ moins large que pour le e-reporting. Donc, concernant le e-invoicing, il faut savoir que le principe, c'est que tout ce qui est en B2B en France sera concerné par cette facture électronique, cette obligation d'émission d'une facture électronique. En principe, toutes les relations B2C, c'est-à-dire avec des particuliers ou avec des opérateurs étrangers, seront hors champ de ce e-invoicing. En tout cas, dans un premier temps. On verra comment évolue la réforme au fur et à mesure. Alors, il y a, concernant certaines situations, notamment certaines mesures d'exonération qui existent, notamment pour tout ce qui est secteur bancaire, financier, médical, normalement, il n'y aura pas d'obligation de facturation électronique. Malgré tout, elles seront toujours obligées de recevoir, d'être en capacité de recevoir des factures électroniques. Donc, on est sur une demi-mesure, c'est-à-dire qu'on est obligé de recevoir de manière électronique. Pour autant, on ne sera peut-être pas obligé de rentrer, on ne rentrera pas forcément dans la facturation, l'émission de facturation électronique. Alors, qu'est-ce qui est concerné également par le invoicing? Ce qui est un grand changement, c'est, il y a bien sûr les ventes avec le gouvernement, mais aussi les acomptes. Jusqu'à présent, on a une dichotomie entre prestation de service et livraison de biens. Quand j'ai une prestation de service, pour rappel très bref, mon exigibilité de la TVA, et donc c'est un des points fondamentaux de cette réforme, l'exigibilité de ma TVA intervient à l'encaissement, sauf option pour les débits. Quand je vends, quand j'ai une livraison de marchandises, l'exigibilité de la TVA intervient au moment de la livraison effective de la marchandise. Et donc, lorsque j'ai des acomptes, finalement, je ne génère pas de TVA exigible à ce moment-là. Le invoicing, donc la facture électronique, va aussi porter sur les factures d'acompte. Et ça, c'est un point qui a été relevé, notamment parce qu'on a eu une jurisprudence de la Cour administrative d'appel en mai 2021, qui est venu dire que justement, ce n'était pas conforme à la réglementation européenne, communautaire. Et donc, finalement, on voit que les effets sur le e-invoicing vont permettre aussi d'ouvrir le scope pour l'administration fiscale à certains flux, ou en tout cas certaines transactions qui n'étaient pas encore identifiées d'un point de vue TVA ou identifiées plus tard par l'administration fiscale. Donc ça concerne le invoicing. Sur le e-reporting, on a un champ beaucoup plus large. Ça concerne finalement presque tout. Ça concerne du B2B, mais aussi du B2C. Donc, concernant le e-reporting, j'aurai deux choses. J'ai les données de facturation en tant que telles, donc que ce soit en B2B domestique, B2B
B2C domestiques, donc des ventes à des assujettis ou non assujettis établis en France, je vais devoir communiquer les informations de ma transaction. En matière pour l'Union, dans le champ Union européenne, c'est pareil, je vais devoir déclarer les prestations de services et les livraisons intracommunautaires, mais aussi la vente à distance qui sera réalisée au profit de non-assujettis, donc de particuliers. Et à l'étranger, je vais devoir également mentionner et transmettre les informations à l'administration fiscale sur les ventes à distance, notamment auprès des non-assujettis. Alors, le invoicing, c'est la transmission des données de facturation et c'est également la transmission du statut de paiement. Pourquoi? Parce que, notamment, donc je reviens sur les prestations de services, avec mon exigibilité au moment de l'encaissement, aujourd'hui, l'information, l'administration ne l'a qu'a posteriori et parce qu'elle est déclarée par l'administration, par le contribuable. L'objectif, c'est aussi de savoir quand est-ce que le paiement a réellement lieu pour savoir quand est-ce que la TVA devient exigible auprès de l'administration fiscale. Et donc, ce e-reporting va nécessiter de la part du redevable, du contribuable, de mentionner quand est-ce que le paiement est réellement effectué. Donc, c'est une donnée supplémentaire pratique qu'il faudra transmettre à l'administration fiscale. L'objectif pour elle, c'est de savoir quand est-ce qu'il y a un crédit de TVA, quand est-ce qu'il est généré et si finalement, avec l'ensemble des autres informations dont elle dispose, si finalement il est réel et concret. Alors, un dernier point, c'est qu'effectivement, e-invoicing et reporting, l'objectif, c'est d'être en temps réel ou en tout cas au plus près de la réalité et de ne pas être dans cette période déclarative où l'administration reçoit a posteriori les informations. Donc, en matière de facturation, d'émission de facturation électronique, ça devra se faire en temps réel. Pour le e-reporting, les entreprises auront jusqu'à 4 jours, suivant la fin de la semaine, pour pouvoir le déclarer à l'administration fiscale. Donc, on va se retrouver dans des délais très, très courts. Il faudra être très réactif, d'où l'intérêt aussi, mais on reviendra dessus, sur le fait qu'il faut dès à présent identifier les flux qu'il va falloir reporter et facturer pour que les entreprises puissent tout de suite être en marge de manœuvre et répondre à l'ensemble des obligations de l'administration fiscale. Et donc, en tous les cas, on a fait un bon tour du niveau d'information qu'il faudra communiquer à l'administration. On voulait prendre un peu de temps aussi pour expliquer en fait comment fonctionnerait le schéma de demain. Le schéma de demain, donc il y aura une entreprise A, une entreprise B, un acheteur et un fournisseur, qui, dans le schéma qu'on voit ici, passe par une plateforme qui est partenaire. Cette plateforme partenaire reçoit le message structuré, donc l'opération de vente de l'entreprise A. Une fois que celle-ci l'a reçu dans un format à définir, elle va communiquer à la plateforme partenaire de l'entreprise client le message. Il est prévu que d'ailleurs, il y ait pour assurer une certaine interopérabilité d'un socle de format de facture soit à minima utilisé par les plateformes qui seront certifiées, enfin certifiées en tout cas référencées, pour éviter qu'en fait il n'y ait pas de communication entre deux plateformes juste pour des conditions de format IT. Et c'est l'entreprise B qui va recevoir de la part de sa plateforme la facture de vente. Donc, on voit que se dégage aussi une notion de cycle de vie, c'est-à-dire que les entreprises devront communiquer, ou les plateformes, à l'État, le cycle de vie de la facture, émise, reçue, payée, retournée, et ainsi de suite. Donc, il y aura la nécessité d'avoir effectivement un workflow, puisque c'est l'élément subséquent, ou en tous les cas substantiel, pas facile à dire, enfin inhérent tout simplement inhérent à la création d'un flux obligatoire de facturation électronique. Alors, c'est un modèle qui s'appelle le modèle Y, puisque tout ne passe pas par la plateforme d'État. On peut choisir un partenaire pour émettre ou recevoir des factures, puisque c'est le rôle des plateformes, c'est émettre, recevoir effectivement les documents de facture et assurer la transmission de ces données à la plateforme d'État pour que celle-ci puisse les récupérer.
Donc ça, c'est vraiment un point important. Les entreprises ont la liberté de passer aussi par la plateforme d'État, qui est la plateforme Chorus, ou en tous les cas l'équivalent de Chorus, peut-être qu'elle sera renommée, pour communiquer et effectivement émettre leur message que l'entreprise D devra effectivement récupérer sur la plateforme, ou que le partenaire, la plateforme partenaire devra en tous les cas avoir un lien avec Chorus pour pouvoir récupérer les informations de e-invoicing. Tout ça va se faire aussi grâce à un annuaire qui permettra de connecter les entreprises entre elles. C'est-à-dire qu'on va dire que telle entreprise travaille avec tel opérateur, que telle entreprise est référencée, ainsi de suite, dans le respect du secret des affaires, bien entendu. Mais cet annuaire, ce sera le référencement sur la plateforme de qui fait quoi et comment c'est utilisé. Et si, par exemple, aussi d'autres, on dira un peu plus loin, d'autres tiers ou autres prestataires qui vont générer de la facture pour compte seront référencés dans l'annuaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que les entreprises pourront choisir différentes modalités d'envoi des données selon leur flux. Donc, il n'y a pas non plus l'obligation d'avoir un unique flux. Et d'ailleurs, peut-être que certains flux se feront par la plateforme et d'autres flux se feront en direct avec effectivement la plateforme publique, la PPF. Tandis que les plateformes partenaires ne couvriront qu'une partie des flux. Et puis, très important, effectivement, pour les plateformes, il y aura la nécessité de devoir s'immatriculer en amont et de répondre aux obligations minimales imposées par l'administration fiscale qu'on vient d'évoquer, acceptation de format, capacité d'émettre et de recevoir, et aussi, effectivement, se référencer auprès de l'annuaire. Donc, et puis s'assurer de certains contrôles types qui sont nécessaires, éviter les doublons, vérifier les mentions, que les mentions obligatoires sont correctement remplies. Donc, les plateformes ont effectivement un cahier des charges qui est en train de se constituer. Et on verra après plus tard qu'elles auront des sanctions spécifiques aussi. Donc, la plateforme est vraiment un acteur à part entière de cette facturation électronique, c'est-à-dire que les entreprises soit seront accompagnées, soit devront travailler avec la plateforme d'État. Donc ça, c'est vraiment un des points les plus importants de la réforme, puisque toutes les entreprises qui faisaient déjà la facturation électronique, sans passer par de partenaires ou sans interopérabilité avec un autre partenaire, vont devoir potentiellement, en tous les cas, rajouter un flux pour passer par la plateforme d'État ou pour pouvoir retravailler avec l'entreprise B. Un autre point aussi, est-ce que les plateformes seront en charge du e-reporting? Donc le e-reporting aussi, puisque ça, on parle des flux de e-invoicing. Est-ce que la plateforme pourra communiquer le e-reporting? A priori, oui. En revanche, ce qu'évoquait Sophie, l'une des difficultés auxquelles on s'attend, c'est qu'il va falloir combiner les données de paiement avec les données de facture. Alors, ce qui n'est pas toujours le cas dans les organisations. C'est-à-dire que vous allez mettre vos données de facture et puis les paiements passent par un autre circuit d'information qui fait qu'il va falloir un peu remettre à plat l'organisation pour savoir comment on va les communiquer, puisque c'est effectivement le prestataire qui va dire s'il a été payé ou pas payé, ce qui peut être parfois un sujet en termes de lettrage ou autre. Donc voilà. Donc, ce qu'il faut pouvoir vraiment anticiper, je crois, c'est de comprendre qu'on va devoir remettre à plat tous ces processus pour pouvoir les communiquer en temps réel, et que ça va demander forcément beaucoup de réflexion, en tous les cas, beaucoup de sérénité sur l'organisation pour avoir une organisation qui est capable de pouvoir assurer la robustesse de ces processus et la qualité de ces données. D'ailleurs, Laurent, on a une question sur le chat. Quelqu'un nous demande quid de cette réforme sur les mandats de facturation. Donc, notre société établit des factures pour le compte de ses prestataires, émises et réceptionnées sous forme dématérialisée. Alors, le mandat de facturation est un cas qui est prévu dans les spécifications de l'administration fiscale, notamment au regard du cycle, et de se référencer comme émetteur de la facturation pour le compte d'une entreprise sous l'annuaire. Donc, c'est prévu. Mais effectivement, il va falloir combiner des briques d'information dont dispose l'émetteur, c'est-à-dire les données, mais pas forcément le paiement, pour pouvoir rentrer effectivement avec les partenaires ou Chorus pour leur donner le bon niveau d'info dans les temps qui sont souhaités. Mais ça s'incorpore dans le cycle de vie. Donc, cette réforme concerne bien entendu les entreprises qui établissent des factures pour le compte des prestataires. Ils ne sont pas en dehors de la réforme parce qu'ils sont titulaires d'une partie de l'information.
J'en profite pour revenir sur la question précédente dans le chat concernant les associations, sur les obligations en matière de e-reporting, e-invoicing. Donc, elles font partie de ces opérations qui bénéficient d'une exonération. Tous les organismes en fait à but non lucratif sont exonérés, c'est-à-dire qu'ils n'auront a priori pas d'obligation d'émettre des factures électroniques. En revanche, ils sont bien soumis à cette obligation d'accepter les factures électroniques qu'ils recevront. Alors, quelques mots sur le e-reporting. Donc, il y a 4 e-reporting. Il y a le e-reporting B2B à l'international qu'évoquait Sophie. Donc, dans le e-reporting à l'international, ce sont les mêmes données que les données de facture. Donc, ça veut dire que vous n'aurez pas de distinction à dire, ah ben d'abord, je vais voir si j'ai toutes les données pour les données de facture en B2B en domestique, et je verrai pour l'international après. C'est les mêmes données. Après, il y a le B2C ayant donné lieu à facture et le B2C sans facture. Donc, ça, c'est le fameux cœur du e-reporting aussi. Hein. Là-dessus, il faut falloir effectivement donner, on le voyait, date de facture, option pour le paiement, taux d'imposition, total des transactions quand il n'y a pas de facture. Et quand il y a une facture, ce n'est pas total des transactions, c'est le numéro de la facture. Donc, initialement, c'était le ticket Z. Parce que c'est très connecté, le e-reporting, avec la législation de caisse. Puisque vous savez que les législations de caisse, aujourd'hui, vous imposent qu'on fait du B2C et que vous opérez des paiements en cash, en partie, de pouvoir effectivement avoir une caisse qui est conforme. Alors, selon l'entreprise, vous êtes NF 525 si elle est normée Infocer, notamment, pour pouvoir assurer conditions d'archivage, inaltérabilité, sécurité, intégrité et sauvegarde. Ces éléments-là, aujourd'hui, donc, sont l'étape suivante, c'est le fameux e-reporting, puisqu'on va communiquer effectivement ces données-là à l'administration, donc de manière hebdomadaire, comme l'évoquait Sophie, hein, donc le jeudi de toutes les semaines. Donc jeudi, c'est e-reporting maintenant. Ce qui vient à dire qu'il va falloir s'assurer que ces données-là existent. Alors, on parlait du ticket Z, qui est donc le ticket qui est le récapitulatif hebdomadaire de ce qu'il y a dans un logiciel de caisse. Est-ce que ce ticket Z contient ces mêmes niveaux d'infos? Est-ce qu'on est en capacité de pouvoir les livrer? C'est des questions qu'il va falloir trancher, puisqu'on est sur une maille relativement, pas trop fine, mais une même maille qui récapitule à peu près le total des transactions. Donc, il faut voir sa capacité à pouvoir avoir ces données-là et surtout s'assurer que les données de caisse sont correctes. Sachant que statistiquement, je crois qu'il y a très peu de caisses qui ont été finalement certifiées. On est passé beaucoup par l'auto-attestation. C'est un peu le moment de vérité aussi. Et puis le fameux 4e e-reporting, des données de paiement pour les prestations de services qui vont donner la date de paiement, le montant du paiement et le lien avec la facture quand il y en a une. Donc on voit que la boucle est bouclée. Avec ça, l'administration fiscale a effectivement l'intégralité de vos données de vente et d'achat aussi, puisque de l'autre côté, ça sera fait aussi. Côté chaque fournisseur déclarant ce qui vend, c'est vrai qu'effectivement, on aura une vue assez complète. Alors, on va voir. Ah, là, je vais trop vite. Excusez-moi, pardon. Ça, c'est bon. Hop, je passe à l'adresse slide. Alors, là, l'idée, c'est de vous dire qu'effectivement, dans les spécifications techniques, l'administration, alors, vous voyez, c'est magnifique, les factures émises avec mandat de facturation, on avait visé ce cas. L'administration a effectivement listé de nombreux cas métiers dans lesquels l'information de la facture est découpée parce que le titulaire de l'information n'est pas toujours le même. Donc, c'est le cas du mandat de facture, hein, puisque le mandataire de facturation réalise la facture à la place du fournisseur, et donc il est responsable de la création de la facture et de sa transmission à l'acheteur. Mais c'est bien le fournisseur qui va encaisser la facture et qui se charge à mettre à jour le statut de paiement. Vous voyez, on voit bien que dans ces cas-là, l'administration a séquencé par type d'opération qui devait communiquer quoi à l'administration fiscale. Ce sera pareil pour les notes de frais, puisque effectivement, dans ce cas-là, dans les notes de frais, vous allez avoir potentiellement un payeur qui peut être soit une carte d'entreprise, soit le particulier, le salarié qui va le payer.
et qui va devoir effectivement indiquer que le fournisseur va déjà indiquer que la facture a été déjà payée dans le cycle de vie, puisqu'il a déjà reçu la somme. Après l'émettre, il va émettre la facture dans un deuxième temps auprès de l'entreprise. Donc, on a pris ces deux exemples. L'idée, ce n'est pas de vous assommer de détails techniques de gestion du cycle de vie au sein des plateformes, mais c'est de vous dire que vraiment l'administration est en ordre de marche. C'est le message fort qu'on vous passez, car elle est capable aujourd'hui de distinguer vraiment. Il y a plein de cas qui sont listés, les notes de frais, les mandats de sous-traitance, le cas des paiements en direct, effectivement, en cas de sous-traitance que j'évoquais, le mandat de facturation. Donc, on est aujourd'hui vraiment en capacité de pouvoir attaquer la réforme parce que ces cas sont visés et ont un début d'explication. Donc, il n'y a pas de temps à perdre non plus là-dessus. On a une question. Je suis une ESH assujettie dont plus de 80% de mon chiffre était exonéré. Quelles sont mes obligations? Merci. Pas facile de donner les obligations sur un simple constat. Donc, ce qui est effectivement exonéré n'est pas soumis à l'obligation de invoicing et a priori pas de e-reporting non plus. En revanche, effectivement, tout ce qui est achat, comme le disait Sophie, restera dans le champ. Donc, il faut se préparer au 1er juillet 2024. Juste avant de partir en vacances, il faudra être prêt à recevoir les factures électroniques. Si on est association à but non lucratif, mais avec un secteur fiscal, quelles sont les obligations, Sophie? Alors, si on a un secteur distinct d'activité, on fonctionne de manière scindée, en principe. La partie fiscalisée, celle qui n'est pas fiscalisée. Donc, pour la partie fiscalisée, en principe, vous serez dans les mêmes obligations qu'un assujetti lambda. Pour la partie non fiscalisée, en principe, vous ne seriez donc pas soumis à l'obligation de invoicing, sauf, bien sûr, la réserve de savoir réceptionner des factures électroniques. Voilà. Donc, charge également de bien sectoriser. Après, une fois que vous êtes en capacité de recevoir pour le secteur fiscalisé, normalement, vous serez en capacité de recevoir pour tout. Je ne sais pas, tu veux compléter? Non, je veux dire, je pense que tu veux aussi nous parler des pénalités maintenant. Alors, c'est Sophie la moins commode de nous deux. Exactement, ça ne paraît pas. Donc oui, alors une fois qu'on a décrit, est-ce qu'on est dans le champ ou pas, quelles transactions sont concernées, à quelles obligations je suis soumis, secteur distinct ou pas, organisme à but lucratif ou pas, B2B, B2C. La question, c'est effectivement, parce que le français n'aime pas forcément se conformer quand c'est obligatoire, c'est de savoir quelles sont les sanctions. S'il n'y en a pas, on ne le fait pas. Jusqu'à preuve du contraire, c'est assez rare qu'on se conforme naturellement s'il n'y a pas un bâton derrière. Donc, il y a effectivement des pénalités qui sont prévues aujourd'hui dans cette réforme, avec encore une fois, les deux axes, e-reporting et e-invoicing. Donc, en matière de e-invoicing, l'assujetti, lui, peut encourir une amende de 15 € par facture, mais qui est plafonnée dans la limite de 15 000 €. Pour le partenaire, la plateforme partenaire, et là on voit aussi tout l'enjeu du partenaire, c'est qu'il lui aussi sera soumis à une pénalité qui, elle, est de 15 000 € par facture et limitée à 45 000 €. Donc on voit bien que l'objectif, c'est vraiment que chaque opérateur dans le système de flux de transmission des factures, mais aussi transmission des données, soit bien engagé. L'objectif, c'est vraiment qu'on ait quelque chose de verrouillé et qui soit conforme. L'assujetti doit faire attention à ce qu'il va facturer, mais la plateforme a aussi une véritable responsabilité dans ce process de facturation électronique. En matière de e-reporting, c'est-à-dire la transmission des données de facturation à l'administration fiscale, là aussi, on a des pénalités pour les assujettis et pour les plateformes qui doivent transmettre. 250 €, donc un peu plus élevé. L'objectif, on voit bien que le e-reporting est beaucoup plus large. Donc, l'objectif pour l'administration fiscale, finalement, c'est d'avoir vraiment une vision grand angle. Donc, on augmente un petit peu la pénalité, puisque si on veut que les gens s'y conforment, enfin les assujettis et les plateformes s'y conforment, on met une pénalité un petit peu plus haute, un petit peu plus élevée, pour qu'elle soit plus dissuasive. Donc, 250 € par transmission.
limité, bien sûr, dans le temps, enfin sur l'année, qui peut pas dépasser 15 000 €. Et pareil pour la plateforme partenaire, qui a aussi un rôle primordial dans ce process de transmission des données de facturation, qui, elle, encourt une pénalité de 750 € par transmission et qui est également limitée. Alors, il y a quand même, et c'est un peu dans la lancée de le contribuable n'est pas un fraudeur en puissance, hein. Il y a la notion du droit à l'erreur. En cas de première infraction ou en cas de rectification spontanée, on n'aura pas de pénalité qui sera applicable. Or, c'est valable une fois, c'est pas valable tous les mois. Sinon, c'est plus. Même si c'est spontané, ça risque d'être compliqué à un moment donné où ça va engendrer un contrôle fiscal très certainement. Alors, une fois qu'on connaît les pénalités, on sait qu'on va se conformer aux obligations e-reporting et invoicing. Quelles seront les mentions à apposer nécessairement sur la facture, qui n'existent pas aujourd'hui, en plus de celles existantes, hein, bien évidemment. Le numéro sirène du vendeur, mais aussi celui de l'acheteur. Aujourd'hui, il n'y avait pas d'obligation de mentionner les sirènes, vendeurs et acheteurs. L'option de paiement sur les débits pour ceux qui auraient opté. Alors, jusqu'à présent, quand on avait une option sur les débits, souvent, on avait l'habitude de dire c'est obligatoirement mentionné sur la facture. Non, ce n'était pas une obligation sur la facture. Ça pouvait être, on pouvait informer le co-contractant par tout moyen. Ça pouvait être dans un contrat, un mail, les conditions générales de vente, mais ce n'était pas nécessairement mentionné sur les factures. Aujourd'hui, c'est une véritable obligation. Pourquoi ? Parce que cette donnée est transmise à l'administration fiscale. Et donc, comme on disait précédemment, notamment en matière de prestation de services, on a besoin de savoir quand intervient l'exigibilité de la TVA. Que j'opte pour les débits ou pas, j'ai donc un décalage dans le temps si j'ai opté pour les débits. Et donc, cette information, cette mention sera obligatoire sur la facture pour permettre à l'administration fiscale, finalement, de faire la boucle complète, le fameux cycle, et savoir quand est-ce que la TVA devient exigible et quand est-ce que, du coup, finalement, il y a une obligation pour le contribuable. Et une autre mention, enfin deux autres mentions, la nature de l'opération. C'est vrai que jusqu'à présent, on met dans le libellé, on sait très souvent, enfin, en tout cas dans la majorité des cas, on sait s'il s'agit d'une marchandise, d'une prestation de service, ou parfois les deux. Mais ce n'est pas toujours très clair. Et encore une fois, l'administration fiscale, pour s'assurer d'avoir une donnée complète, va demander à ce qu'on précise sur la facture s'il s'agit d'une vente de marchandises, s'il s'agit d'une prestation de service ou si c'est une opération mixte. Toujours dans ce même esprit, d'avoir véritablement une vision claire et précise finalement des flux qui sont réalisés entre les deux assujettis ou entre l'assujetti et le particulier, par exemple. Et on aura aussi la date de livraison des marchandises qui devrait intervenir. Encore une fois que j'ai la date de livraison des marchandises qui est mentionnée, je sais quand est-ce que mon bien est livré, donc je sais quand est-ce que ma TVA est exigible. Encore une fois, la boucle est bouclée, l'administration fiscale a une vision presque complète, voire complète, des flux qui transitent chez vous, chez le fournisseur ou chez l'acheteur, et ensuite, elle n'a plus qu'à travailler ces données. Alors, sont exclus quand même de ces obligations de e-reporting et invoicing les importations dont on n'a pas parlé et les opérations qui sont réalisées notamment qui sont dispensées d'une obligation de facturation, donc qu'on disait tout à l'heure, opérations au secteur bancaire, financier, médical, les organismes à but non lucratif, hors secteur fiscalisé, par exemple. Et les opérations de sécurité nationale, mais là, c'est plutôt parce que c'est d'ordre public et pour des raisons aussi, je pense, de confidentialité sur certains éléments. Un dernier point concernant le e-reporting pour les sociétés qui sont immatriculées à la TVA en France, mais qui ne sont pas assujetties en tant que telles. C'est-à-dire qu'elles disposent d'un numéro de TVA français parce qu'elles réalisent des opérations, mais pour autant ne sont pas assujetties en tant que telles à la TVA. Dans ce cas, elles seront concernées par cette obligation de e-reporting dès lors qu'elles sont redevables de la TVA. Peut-être, Sophie, deux petits mots.
Initialement, il était prévu de soumettre aussi le droit de déduction au dépôt de la facture sur la plateforme. A priori, l'administration fiscale n'a pas persévéré, mais ça aurait été une sanction extrêmement importante. Est-ce qu'elle trouvera un autre biais pour remettre en cause le droit de déduction pour une mauvaise transmission pour défaut de facture? Voilà, à voir. Donc ça, c'est un sujet qui reste peut-être encore un peu ouvert. Le point dans ce que tu disais, moi, que je trouve qui est très intéressant, c'était ce découpage, vente et prestation de services. Alors, c'est simple quand pour KPMG, parce qu'on fait que du service, donc ça ne devrait pas être compliqué. Mais souvent, dans les métiers, on fait un peu de mixte, où on fait de l'accessoire ou du principal. Voilà, le réparateur de pneus, est-ce qu'il répare ou est-ce qu'il vend un nouveau pneu? Et ces questions-là, on les a souvent pas toujours très, très bien tranchées parce que, fondamentalement, on se retrouvait, à part l'exigibilité, à peu près dans le même régime. Aujourd'hui, j'en profite, avec la loi de finances qui est venue redéfinir les notions d'opération complexe en matière de taux. Souvent, il y a pas mal de sujets, puisque quand on doit savoir si c'est du service ou du bien, parfois les taux de TVA ne sont pas les mêmes. Je crois vraiment que c'est aussi une autre façon de remettre à plat ces principes TVA quand on est effectivement qu'on fait un peu des deux. Alors, j'ai vu deux questions. Il y en a une sur les formats. Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont véritablement définis ou non? Et qui rejoint d'ailleurs la question précédente, puisque le PDF n'est pas un format pour une facture électronique, quel sera le format valide? Alors, le PDF, alors il y a 3 niveaux de format. Il y a les formats hybrides, les formats et les messages structurés et les formats qui incluent les deux. Donc, par exemple, la facture X contient un visuel PDF et un message structuré. Donc, il y a plein de formats qui sont autorisés. On pourra revenir là-dessus. Après, l'idée, c'est qu'effectivement, je crois que c'est le CBXML qui est le format qui sera sûrement le plus retenu. Mais au-delà de la spécification technique du format, qui sera fait par la plateforme, je pense qu'il faut d'abord s'interroger à la qualité du message qui sera structuré. Je veux dire, sur la question sur le format, on a souvent tendance à prendre l'image suivante, c'est que je pense qu'il y a peu de doute quand on écrit une lettre enfin on espère en tous les cas, que l'enveloppe, qu'elle soit cartonnée, souple, à partir du moment où elle est timbrée, arrive. Mais ce qui intéresse le plus, c'est savoir ce qu'il y a dans la lettre. Donc, ce que j'essaie de prendre en cet exemple, c'est que je pense qu'il faut d'abord s'interroger sur qu'est-ce qu'on va mettre dans sa lettre, puisque c'est l'élément le plus important, donc le contenu, dans tous les cas. Le contenant, j'ai peu de doute qu'au regard des évolutions technologiques, ou en tous les cas de l'environnement informatique d'entreprise, on arrivera à trouver un format. Mais c'est vraiment ça, je comprends, c'est une question qui est très structurante, puisque c'est vrai qu'à partir du 1er juillet 2024, il pourra y avoir un blackout côté achat, puisque si on n'est plus capable de le recevoir, comment on va faire? Et je ne fais pas le lien avec les délais de paiement. Mais il y a un vrai sujet de fond, effectivement, à connaître le bon format. Mais ce format-là, une fois qu'il sera communiqué, il ne faut pas sous-estimer de l'autre côté le travail à faire sur les processus TVA et les données. Mais voilà. On a une question complémentaire alors, sur les ventes à particulier. À compte, puis livraison en 3 temps, égale 3 factures. Alors, je me demande si c'est pas à compte, paiement, puis livraison, ou à compte, livraison, puis paiement. Alors, une question effectivement sur les ventes, donc les ventes à distance. Donc, les ventes aux particuliers ne font pas l'objet d'une facture, sauf les ventes à distance. Donc, si on imagine que c'est un cas de vente à distance, ah oui. À compte, livraison, puis prestation. Alors, si c'est du B2C classique, normalement, vous êtes en dehors du champ d'application de la facturation. En revanche, si vous êtes en vente à distance, effectivement, vous devrez faire une facture pour la compte, une facture pour la vente, et s'il y a une prestation complémentaire, une facture pour la prestation. Tout à fait, exactement. Si vous avez des questions dans la salle, n'hésitez pas. Alors, Sophie, est-ce que tu nous dis quelques mots pour les questions pratiques que se posent les entreprises? Alors, on va vous montrer un schéma très rapide qui permet justement de, une fois qu'on a identifié est-ce qu'on est dans le scope ou pas, quelles sont les transactions. Je vais trop vite. C'était ça Tu m'en veux juste pas? avant. Un peu.
Une fois qu'on a déterminé quelles sont les transactions auxquelles je devrais me conformer pour le invoicing et e-reporting, l'objectif maintenant pour l'entreprise, c'est aussi d'avoir une visibilité de ce que vont donner en fait toutes ces obligations et ces données qu'on va transmettre et ces factures qu'on va transmettre finalement presque directement à l'administration fiscale. Donc, le client et le fournisseur donc, vont émettre et recevoir des factures électroniques qui vont transiter par des plateformes qui ensuite vont être transmises à l'administration fiscale. Ça va être corroboré par le e-reporting, donc transmission des données de facturation et transmission aussi des statuts de paiement, le cas échéant, sur ces opérations. L'administration fiscale, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va réceptionner donc en amont, en temps réel ou quasi réel, toutes ces informations. Une fois qu'elle les a collectées, elle va les trier, puisqu'on est en version informatique, donc ça va dans le sens de toujours plus d'informatisation. Elle pourra potentiellement aussi les recouper. Alors, elle va s'en servir dans un premier temps pour pré-remplir la CA3, la déclaration de TVA, que vous allez recevoir, mais elle va aussi, pour aller un peu plus loin, demain, potentiellement, recouper avec d'autres informations électroniques qui sont télétransmises ou qu'elle peut vous demander, type le FEC, pour vous poser un certain nombre de questions, pour vous interroger, parce qu'elle a trouvé des discordances, il y a des incohérences, par exemple, ou juste parce qu'effectivement, il y a un élément qui ressort. Et donc, ça lui permettra demain aussi d'aller un peu plus loin dans ses contrôles, puisqu'elle disposera encore une fois de plus d'informations, de toujours plus. Donc, on prémâche un peu le travail de l'administration fiscale pour ces contrôles de demain, certes. Mais voilà, en tout cas, l'avantage, c'est le gain de temps potentiel qu'on trouvera sur la déclaration qui sera pré-remplie, la déclaration CA3. Mais ça veut dire surtout qu'en amont, il va falloir que l'entreprise se mette à jour relativement rapidement aussi. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail en amont de détection des flux, de vérification, de contrôle à mettre en place sur les flux qu'on aura, ce qu'on aura déclaré, et aussi quand on va réceptionner cette CA3 pré-remplie pour la valider. Les choses iront très vite, donc dans les process de déclaration et de facturation électronique en temps réel ou tous les jeudis pour le e-reporting, il faut véritablement anticiper au sein de l'organisation, au sein de l'entreprise, il faut anticiper ces délais très courts parce que ça va directement être pris en compte par l'administration fiscale, traité et ensuite pré-remplir la déclaration CA3. Donc, il y a véritablement quelque chose à mettre en amont, à sécuriser. Et ça, c'est quelque chose, c'est le travail à faire dès aujourd'hui, en fait. Il faut déjà auditer finalement un petit peu ce qui se passe dans l'entreprise pour savoir aussi là où il y en a peut-être, même s'il n'y en a jamais, des zones à risque, des choses sur lesquelles on n'est pas très serein. On sait qu'on ne pourra pas revenir en arrière comme on pouvait le faire un peu plus facilement en version papier, télédéclarée comme aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui, on sait que l'administration fiscale a déjà plus d'informations que vous n'en avez. Vous avez vos informations, elle a les vôtres et celles de votre fournisseur ou votre prestataire ou votre acheteur. Donc, il faut anticiper et il faut justement, notamment au regard de la TVA, avoir une vision complète. Ce qui n'est pas toujours facile parce que dans les entreprises selon la taille, toutes les informations ne sont pas gérées par les mêmes personnes. Vous avez notamment dans des entreprises qui sont un petit peu sectorisées, vous avez une partie sur la comptabilité, une autre qui va faire le contrôle de gestion, vous avez les services fiscaux, il y a un peu de tout. Il y a la logistique aussi, quand est-ce qu'on réceptionne ou qu'on fait sortir les marchandises d'un entrepôt, par exemple. Les bons de commande avec les commerciaux. Donc, toutes ces informations qui sont un peu inhérentes et qui gravitent autour de la TVA, il va falloir dès aujourd'hui, dès demain plutôt, on va vous laisser votre lundi, bon, il vous reste un peu de temps quand même, mais en tout cas, il faut le prendre à bras-le-corps dès maintenant, parce qu'il va falloir aller chercher l'ensemble de ces informations et pas uniquement les informations purement comptables dont vous disposez aujourd'hui. Donc, il y a tout un travail de système d'information à récupérer, à mettre en place et pour avoir justement cette vision globale. Alors, il existe un certain nombre
de logiciels ou en tout cas de prestataires qui peuvent vous accompagner. Hein. Pour ça, il y en a sur le marché. Mais en tout cas, il faut déjà faire ce travail en amont. Où est-ce que je vais chercher l'information? Je la complète avec quelles données pour vraiment pouvoir déterminer et être dans une situation la plus sécurisante pour demain quand la réforme sera vraiment applicable. Sophie, je pense que tu t'as mis enfin, en tous les cas, le constat que tu fais est tout à fait riche et juste. Puisqu'on l'a dit au début, hein, la volonté de l'administration, c'est pas de vous pousser à vous dématérialiser, c'est grâce au levier de la dématérialisation pouvoir mieux vous auditer. Alors, vous en avez un gain, puisqu'effectivement, il est reconnu que se dématérialiser, dématérialiser les factures génère un coût de 10 € à 1 €. Alors, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le rapport de la DGFiP. Bon, on va penser qu'ils ont plutôt raison, mais fondamentalement, ça veut dire que cette mise à plat des processus, cette capacité à aller au plus fin de vos données financières, cette capacité de les trier, cette capacité de les regrouper, cette capacité de les comparer, puisque on les compare avec d'autres prestataires, fait qu'effectivement, si vous n'avez pas mis à plat vos processus, la facturation électronique, vous allez la subir. Je crois qu'un des messages clés qu'on essaie de faire passer aujourd'hui, c'est comme le dit le maréchal de Lattre, ne pas subir. Alors, dans d'autres contextes, hein, bien entendu, on ne parlait pas de facturation électronique à l'époque, mais voilà. Et on a l'intime conviction que c'est une opportunité unique pour les entreprises si elles acceptent de se donner les moyens de mettre à plat leur flux, leur organisation. Et quand on accompagne nos clients aujourd'hui, c'est la première étape, c'est un état des lieux. Voilà. Puisqu'on a beaucoup vécu avec des corrections, des fichiers Excel pour attraper des flux qui n'étaient pas dans le système d'information, en complément, ainsi de suite. Et ça, aujourd'hui, effectivement, ça ne sera plus tout à fait possible. Un deuxième point, par rapport à ce que disait Sophie, cette administration fiscale qui va pouvoir faire tout ça, si on regarde au-delà des frontières françaises, comment ça se passe dans les autres pays? C'est toujours intéressant. Donc, les premiers pays à mettre en place la facturation électronique, c'est les pays d'Amérique latine, et donc notamment Brésil et Argentine. Et dans ces pays-là, les contrôles fiscaux, de quelle nature sont-ils? Ils sont extrêmement précis. C'est-à-dire que l'administration sait déjà ce qu'elle a en tête et ce qu'elle souhaite redresser. Elle vient finalement le confirmer ou l'infirmer. Et donc, les débats sont plus techniques. Et on voit des montants de redressement ou de rappel qui sont à peu près identiques que ceux qu'on a dans les systèmes qui n'ont pas ce modèle de real time. Mais c'est clairement, en tous les cas, à un point où il va falloir pouvoir un peu muscler ses positions. Et quelque part, un des points qu'on avait évoqués, c'est qu'on a tous vécu un contrôle fiscal, alors je vais prendre un exemple, je vais prendre une métaphore philosophique, empirique. C'est-à-dire qu'en fait, le contrôle fiscal dépendait de la qualité de l'inspecteur, de sa connaissance, du fait peut-être qu'il avait déjà vu un redressement ou un cas particulier et qu'il se décidait à le dupliquer ou à l'investiguer. Puis par accointance, l'inspecteur, voilà, il va regarder les points qu'il connaît déjà ou l'application de la réforme. Ce qui générait fondamentalement, d'abord, une inégalité de traitement, puisqu'en fonction de la qualité de l'inspecteur, des entreprises se faisaient redresser, d'autres pas, en fonction du même sujet qui était traité. On l'a tous déjà vécu en tant que conseil. Et puis par ailleurs, une méthode extrêmement longue dans le contrôle fiscal. Il vous redemande des pièces que vous avez déjà déclarées. Puisque si on prend 5 minutes de recul, l'ACA3 n'est jamais que l'agrégat des factures. C'est ça, c'est un tableau qui récapitule des factures et qui dispatche des agrégats dans des box, dans des cases. Là, demain, l'administration fiscale fait les choses différemment. Elle décide d'avoir vos factures en direct pour savoir si ce que vous avez mis dans vos cases est correct, voire même vous les pré-remplir. Donc, on voit un peu quand même le changement que ça peut induire et la nécessité de s'assurer que les agrégats sont bons, ça c'est sûrement un point, mais que les traitements TVA sont corrects, c'est sûrement le point essentiel. Donc ça, c'est vraiment, ça je pense que c'est un des messages très forts qu'il faut garder en tête, c'est qu'il n'y aura sûrement plus vraiment la possibilité de jouer au jeu du chat et la souris, puisqu'on va revenir vers quelque chose de beaucoup plus automatisé, de beaucoup plus paramétré et structuré, qui fait que l'inspecteur fiscal va tout simplement avoir la possibilité de pouvoir auditer les points qu'il pense être mal gérés par les organisations. Et je vais faire juste une anecdote de 5 minutes. Quand je vous dis ça, vous pouvez vous me dire, oui, enfin bon, ça, on verra.
l'administration fiscale se dote de moyens de faire. Je vais vous raconter une histoire pour vous expliquer pourquoi je vous dis ça. On a eu, il y a 2-3 ans de ça, des clubs de football qui se faisaient redresser les uns après les autres pour des ventes de maillots en ligne pour lesquels ils n'avaient pas collecté la TVA. Donc, vous savez, très rapide, vous avez un club de foot plutôt britannique qui remporte la Champions League ou qui est en finale. Et souvent, avec la proximité des fêtes ou de Noël, vous avez peut-être un nouveau chérubin, un cousin ou autre qui va vous demander un maillot, qui est le cadeau un peu qu'on peut faire à un enfant qui aime le football. Ce maillot, vous l'achetez en ligne, il vous est livré sans TVA. Parce qu'en Angleterre, les maillots sont sans TVA. C'est formidable. Mais en France, ce n'est pas le cas. Donc, ils ont dépassé les seuils de vente à distance qu'on évoquait. Et l'administration fiscale a redressé tous les clubs au centime près. Donc, nous, on a eu plein de redressements et c'était au centime près. Quand je dis au centime près, c'est qu'ils avaient carrément fait la conversion en taux de devise, puisque c'était effectivement en livres et pas en euros. Donc, on était à faire les contrôles. Et puis, une fois en aparté, je dis, mais comment vous avez trouvé? Parce que c'est vrai que vous dites une vente sur Internet d'un club du nord de l'Angleterre, pour savoir combien il a vendu de maillots en France. Moi, je parle pour moi, peut-être que je serve trop petit. Je trouvais que ce n'était pas évident de voir comment ils avaient fait. Pareil pour des clubs en dessous des Pyrénées. En fait, ce n'est pas compliqué. Ils ont pris toutes les données de paiement qui partaient de banques françaises vers des banques anglaises. Ils ont demandé vers le droit de communication un référencement en fonction, effectivement, de là où était référencé le club. Et de là, ils ont fait tourner un algorithme et ils ont trouvé, sur les 2-3 ans, le montant des maillots qui étaient vendus par le club. Donc, l'administration, quand on lui donne les données, elle est très rapidement capable de comprendre où sont les incohérences et donc elle l'a détecté sans information particulière. Voilà. Donc, il ne faut surtout pas sous-estimer la capacité de l'administration à pouvoir faire de la donnée et de la gérer. J'ai passé un peu trop de temps dessus, mais ça me semble important. Oui, on a quelques questions dans le chat. Hop. Une facture. Je le fais. La réception, nous facturons à la fin de chaque mois. Quel délai pour transmettre les factures via la plateforme privée? À toi ou moi? J'ai l'impression de faire audio. D'accord. Donc, c'est au moment de la facturation. Si vous faites une facturation mensuelle, qui est la périodicité de la facture, et normalement à l'opération, il y a effectivement une dérogation pour faire une facturation au mois. Donc, effectivement, ce sera le délai pour le transmettre. De toute façon, au moment de la facture, il faut transmettre à la plateforme. On a une seconde question. La réception dématérialisée est-elle obligatoirement via une plateforme privée ou publique, ou nos factures dématérialisées émises dans le cadre d'un mandat de facturation sont-elles acceptées par l'administration fiscale? Alors, là-dessus, il faut passer par une plateforme ou par Chorus, ça c'est certain. La question du mandat de facturation qu'on a évoqué, c'est que le mandataire et le mandant sont tous les deux propriétaires d'informations qui sont distinctes. Donc, à chacun à charge pour eux de mettre dans le cycle de vie de la facture les informations nécessaires. Donc, c'est un travail de structuration du flux d'informations. Donc, en tant que mandataire, il doit travailler soit pour la plateforme de son client, soit dans le cadre de son mandat, il propose une solution de communication des données, et donc il peut proposer sa plateforme. Mais là, on est sur des régimes, de l'organisation contractuelle. Il faut juste s'assurer qu'il n'y ait pas de double envoi de facture d'un côté par la plateforme de l'entreprise et de l'autre côté par la plateforme du sous-traitant. Alors, on a une autre question sur le e-invoicing. Quand une facture est envoyée et transmise, et si on doit la rectifier, qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à présent, donc, l'interlocuteur nous dit que quand elle n'est pas encore enregistrée en comptabilité, finalement, il annule l'opération. Quid demain, lorsqu'elle sera transmise via les obligations invoicing? Alors, c'est un cas qui est prévu dans les spécifications avec 2 cas, de l'avoir payé, de l'avoir non payé. C'est-à-dire que vous avez une facture, vous l'avez payée, vous demandez un avoir, ou non. Et en fait, en fonction du cycle, il y a tout un chemin qui sera prévu pour dire que cette facture doit effectivement faire l'objet d'un avoir, d'une crédit note, d'une annulation, pour s'assurer que la bonne facture est effectivement émise. Donc ça aussi, c'est tout à fait prévu. Et donc effectivement, on devra émettre un avoir parce que la question, ce n'est pas la comptabilisation. La question, c'est à partir du moment où elle a été envoyée, il y a une trace dans le système. Donc vous ne pourrez pas considérer qu'elle n'a jamais existé, puisqu'elle va être émise, reçue,
rejetées ou en tous les cas non payées et qu'il faudra régler le statut de la facture. Et la dernière question porte sur une analogie entre la DSN aujourd'hui côté social concernant les réclamations. Quid en cas de réclamation, parce qu'il est parfois compliqué sur la DSN quand on doit faire des réclamations de régulariser. Qu'est-ce qui va se passer côté fiscal avec ces factures électroniques demain? Alors, eh bien, effectivement, quand il va y avoir des écarts qui seront analysés, alors c'est un peu prospectif aujourd'hui, on n'a pas tous les éléments, mais on imagine qu'effectivement, si on s'est trompé parce qu'on a facturé de la TVA à tort, par exemple, un exemple, on aura toujours la possibilité de réclamer, hein, il n'y aura pas de fin de la régularisation. Le droit de se tromper ou le droit d'avoir pris une mauvaise position en TVA fait partie, bien entendu, entre guillemets, des droits fondamentaux du contribuable, comme le droit de contrôle est un droit fondamental de l'administration. Donc, on pourra toujours régulariser. En revanche, là où je comprends le point, c'est que anticiper les modalités pratiques d'une telle régularisation, c'est-à-dire re-annuler toutes les factures pour régénérer des crédits de notes ou des avoirs, hein, ça sera sûrement au début un peu compliqué, où on fera une partie intégrante de l'analyse à mener, en disant comment va-t-on faire en pratique, puisqu'on ne pourra plus faire de factures à la main ou hors système. Je n'ai pas de doute sur quand on voit l'expérience des pays étrangers, ça n'a pas empêché les pays étrangers d'avoir des cas de régularisation. Mais encore une fois, la réforme menée à bien doit tuer ces incohérences d'un point de vue un peu structurel. C'est-à-dire que les entreprises qui facturaient à tort de la TVA ou qui se trompaient de base, effectivement, le point est excellent. On va voir que c'est plus compliqué. Donc, il faut vraiment travailler dès le début sur s'assurer que ce qu'on sort est correct. Voilà, c'est certain. En tout cas, limiter au maximum les points de discordance ou de réclamation potentielle qui aujourd'hui étaient un petit peu, c'est encore un peu souple, enfin souple. Oui. Alors, je répète la question pour ceux qui sont en webinaire parce que je ne suis pas sûre que tout le monde a entendu. La question est de savoir si aujourd'hui les éditeurs et les plateformes notamment sont déjà prêts pour accompagner ou s'ils ne le sont pas, quand est-ce qu'ils le seront finalement pour qu'on puisse avancer avec eux de concert. Alors, sur ce point, pour travailler avec quelques éditeurs de plateformes, oui, ils sont prêts, puisque le sous-jacent technique existe. Après, ils sont comme beaucoup, ils découvrent un peu ce qu'ils vont devoir modifier, amender, incorporer les données de paiement, le format du e-reporting, ce qui les interroge beaucoup. Est-ce qu'ils vont devoir faire d'autres contrôles? Parce qu'en fait, ils ont du coup la plateforme d'État aussi qui va proposer une espèce de standard. La plateforme d'État fait 15 contrôles. Est-ce qu'eux en feront autant d'autres? La plateforme d'État ne prévoit pas l'archivage des factures. Eux, on contribue à un service un peu natif qu'ils proposent. Donc, de toute façon, et c'est un peu l'objet, c'est qu'effectivement, les plateformes vont devoir se moderniser. Et c'est pour eux, comment dire, c'est un peu l'avènement de l'iPhone pour Nokia. C'est-à-dire, soit ils s'adaptent, soit ils ne vont pas survivre, puisque s'ils ne peuvent pas répondre aux obligations réglementaires, de toute façon, ils ne pourront plus jouer. Donc, le marché français constitue un gros marché. De toute façon, il y aura certainement des précisions, des échanges sur certaines données techniques qui seront révélées justement par l'avancée de la mise en place de ces systèmes. On espère au plus tôt. Bon. Et puis, ils ont été un autre point qu'on n'a pas évoqué, l'administration fiscale a beaucoup travaillé main dans la main. Alors, avec des conseils, donc KPMG faisait partie, avec des grandes entreprises, avec des prestataires, pour comprendre comment ils allaient mener cette réforme. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont décalé, puisqu'effectivement, à l'aune de la tâche à accomplir, les entreprises se sont dit les plus grandes, 2023, c'est trop court. C'est trop court. Donc voilà. Et donc, est-ce que les plateformes sont payantes? Oui, bien entendu, la plateforme rend un service qui est payant. C'est pour ça que Chorus existe, parce que c'est non payant. Il y a aussi une volonté de ne pas créer un marché dans le marché. Alors, je vois le temps qui passe. On va aller très rapidement sur les impacts et les processus. Alors, là, l'idée, hein, c'est de vous dire, voilà, des enjeux différents en fonction des cycles dans un mode de clearance. Donc là, qu'est-ce qu'on veut dire là-dessus? C'est que les processus de vente et les processus d'achat
ne répondent pas au même niveau d'obligation. Et les obligations sont complètement différentes. Quand je dis obligations, les tâches amenées, ce n'est pas les mêmes enjeux. En vente, on est propriétaire du régime TVA, puisqu'on le connaît normalement, tandis qu'à l'achat, on va vérifier que le régime est correct. Et qu'il va falloir vérifier que la donnée qui est transmise par le fournisseur est correcte, alors qu'en vente, a priori, on a effectivement plutôt l'inverse, à savoir que les données dont on dispose sont cohérentes et sont complètes pour pouvoir effectivement émettre les factures. Donc ça, c'est très important. Et puis effectivement, dans le processus d'achat, le statut de la facture ne répond pas aux mêmes conditions, puisque vous voulez qu'elle soit émise en vente, alors qu'effectivement, à l'achat, on va plutôt vérifier si elle est payée, si elle est conforme. Alors, concernant la question sur est-ce que l'administration fiscale est prête à recevoir d'ores et déjà les factures électroniques et celles des clients, si, dans tous les cas, elle le sera au 1er juillet 2024, hein, donc ça, c'est pas un sujet, et elle le fait déjà en partie, notamment sur sa plateforme publique. Alors, peut-être qu'elle sera ajustée, elle sera modulée, adaptée pour être plus large, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est déjà en exécution. Exactement. Donc, sur le format, effectivement, un format, donc on parlait des formats de facture, donc effectivement, on parle du UBL, du CII et du Facturix. Ça, c'était un point qui avait un peu été évoqué. Donc là-dessus, les formats sont encore en cours de discussion, mais on voit bien qu'effectivement, il y aura soit de l'échange de données, soit un mode API, et qu'en fonction, l'espace émetteur pourra recevoir des factures et l'espace destinataire recevra des factures sous un autre format, donc ça c'est tout à fait effectivement, et que la plateforme publique telle qu'elle se définit aujourd'hui a un rôle de centralisation des données qui est excessivement important. Alors, donc là, on a essayé un peu de se... On passera les slides en fin de session. L'idée, c'était un peu de voir, voilà, quel est votre degré de préparation. Est-ce que vous avez été en processus manuel, semi-automatisé ou automatisé? Et on a dit, bah voilà, si vous êtes en processus manuel et papier, pas d'outils, j'ai interdit à mon fournisseur de m'envoyer de l'électronique. Voilà. Bah, donc, il faut effectivement, il y a une nécessité de lancer en urgence un cadrage parce que ce processus sera plus possible. J'ai un PDF en système OCR, par exemple, je reçois des factures papier, mais aussi en PDF. Il faut effectivement un diagnostic de processus afin de vous mettre en conformité pour utiliser la gestion des factures électroniques. Processus automatisé, bien évidemment, ça veut dire que vous êtes déjà en EDI. Et là, il faut voir avec votre auditeur et votre éditeur, excusez-moi, les fournisseurs EDI, comment vous allez mettre en place le nouveau format. Donc ça, et ça concerne les réceptions de invoicing, donc le dès 2024. Je suis pas arrivé, hop. Et pareil pour l'émission de factures. Donc les factures sont créées et envoyées manuellement, pas d'archivage, que du papier. Là, vous êtes vraiment en processus manuel et papier. Si vous êtes en processus semi-manuel, les factures sont archivées automatiquement centralement depuis un outil de gestion ou un processus automatisé, en général de l'EDI. Donc voilà, donc c'est pour vous donner un étendu un peu de ce qui peut être, de où vous en êtes, pour savoir ce que vous devez faire. Évidemment, si vous êtes qu'en manuel et en papier, il y a une vraie urgence et à pouvoir lancer un chantier très rapidement, parce que c'est vrai que ça va être, ça va vite arriver en fait, hein. Il ne faut pas sous-estimer. Alors, le e-reporting, là, on parle d'un sujet très structurant. Vous n'avez pas beaucoup de données en informatique. Elles sont décentralisées, pas forcément de très bonne qualité. Vous ne les avez pas fiabilisées pour la TVA et du coup, vous faites votre CA3 de l'autre côté. Donc là, vous êtes vraiment dans le... Enfin, pas dans le rouge, mais en tous les cas, il faut le faire. D'autres typologies, les données sont de qualité, mais elles sont beaucoup remplies manuellement. Donc là, il faut vraiment s'interroger sur le RP et comment on va faire pour l'automatiser, puisque ça va être effectivement clé, hein, puisque vous aurez compris, ça sera compliqué de vivre dans un monde avec que des données manuelles ou papier, puisque voilà, vous allez devoir effectivement vous moderniser, vous automatiser. Les données sont exhaustives, vous avez toutes les données de caisse, elles sont complètes, vérifiées, auditées, opérationnellement et financièrement auditables.
Donc, il n'y a pas de sujet, vous n'avez que des sujets de format, de e-reporting et peut-être de sécurisation via des contrôles pour s'assurer de la cohérence du e-reporting. Attention, rythme hebdomadaire, ça veut dire que nativement, vos données sont de qualité. Hein. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire un projet pour le revoir. Alors, du coup, comment se préparer pour 2024 ? Alors, en 2024, on aura un nouveau président et on sera peut-être de nouveaux champions du monde. Comment on sera pour se préparer pour la facturation électronique ? Alors, on a fait une autoroute, c'était presque l'autoroute des vacances, pour dire comment on va faire pour se préparer. Alors, ça, c'est clairement pas né du cerveau de Sophie ou du mien. C'est le résultat d'un travail très méticuleux que l'on a fait auprès des pays dans lesquels la facturation électronique a été mise en place, pour voir en fait quelles étaient les bonnes pratiques. Parce qu'on s'est dit bêtement que c'était très bien d'être intelligent tout seul, c'était mieux d'être intelligent avec les autres. Donc, on a interrogé nos amis mexicains, nos amis d'Amérique latine. L'Arabie Saoudite aussi a mis en place la facturation électronique, mais non loin de nous, Italiens et Espagnols l'ont fait. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire au début pour que ça fonctionne quand on est une entreprise ? Eh bien, en fait, il y a un truc un peu terrien dans la facturation électronique. Il faut travailler les fondations. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de vouloir rajouter des couches technologiques, de vouloir faire de la facture X, etc., si les fondations elles ne sont pas déjà stables. Un conseil, quand on l'écoute, qui semble plutôt de bon sens. C'est quoi les fondations en facturation électronique ? C'est 2 piliers. Premier pilier, mes données. Est-ce que mes données sont complètes ? Est-ce que mes données sont de qualité ? Alors, un exemple tout bête, est-ce que quand je vends à l'international, mes numéros de TVA sont OK, conformes ? Parfois pas. Parfois, elles sont un peu, comment dire, il y a un côté dans les données des clients, alors je vais dire un truc un peu, peut-être pas très bien, je suis désolé, hein, c'est peut-être un pic d'hypoglycémie, j'aurais dû prendre un petit déjeuner. On est enregistré. On est enregistré, voilà. Il y a un petit côté Diogène, c'est-à-dire on garde tout. Vous savez, le syndrome de Diogène, c'est ces appartements où il y a tout, on garde tout, on garde tout. Parfois, on garde des choses. Et il faut aussi un peu gérer ces données et avoir l'essentiel, les plus importantes, et pas que tout garder. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est le paramétrage. Le paramétrage, c'est effectivement s'assurer que quand vous avez paramétré vos données en matière de TVA, elles sont correctes. Et parfois, c'est pareil, elles ne le sont pas toujours. Donc, c'est très important de faire des revues de paramétrage. Donc, là, c'est les 2 étapes. La deuxième étape après, c'est effectivement trouver le partenaire qui va vous convenir pour mettre en place la solution. Là-dessus, qui va être présélectionné par l'administration fiscale, a priori beaucoup, qui va vous correspondre. C'est hyper personnel, excusez-moi, c'est très lié à votre organisation. Tous les éditeurs n'offrent pas les mêmes services, le même prix, la même gestion de quantité de volume. Donc, il faut trouver l'éditeur qui vous convient ou s'assurer peut-être que la plateforme vous convient aussi. Il n'y a pas d'obligation. Donc, il faut voir quel est l'intérêt de passer soit par une plateforme ou de passer par un éditeur pour pouvoir voir. Après, il faut bien paramétrer dans son organisation les données du reporting pour les communiquer. Et puis après, la phase 3, pour arriver tranquillement à destination, c'est toute la phase de revue des recettes, de déploiement de la solution, de s'assurer qu'elle fonctionne, pour effectivement que 2024 soit une année de sérénité et pas une année de stress. On a connu ces derniers temps des réformes importantes. On a vu comment les entreprises anglaises qui avaient mal géré le Brexit, qui l'avaient subi en pensant que ça n'arriverait pas, que ça se passerait différemment, ils ont été ça a été un peu difficile. On voit que quand les réformes ne sont pas bien prises ou trop attendues, on sait qu'après, quand on veut les mettre en place, c'est soit trop tard, soit trop coûteux. Donc, on ne serait que trop recommandé de ne pas attendre 2023, voire même 2022, pour lancer le chantier. Il ne faut pas oublier que c'est les entreprises qui ont demandé un délai supplémentaire. Ce n'est pas l'État français qui a dit « je ne suis pas prêt ». Donc, c'est très important, très, 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 très important d'anticiper. Et étant un enfant des années 80, je citerai un joueur de tennis qui a gagné beaucoup de grands chelems, je crois 18,
C'était Agassi, qui était mon idole quand j'étais jeune. Et Agassi avait cette phrase magique qui a dit: vous avez gagné, comment avez-vous gagné tous vos tournois? Il disait: eh bien, quand je tapais une balle, je pensais tout de suite à la prochaine. Alors voilà, c'est une allégorie sportive à vos ce qu'elle vaut, mais c'est sûr que si on anticipe, c'est toujours mieux que d'attendre. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la facturation électronique. Alors, juste pour compléter, parce qu'on a tendance, enfin en tout cas, c'est quelques retours qu'on a eu, des questions quid du paramétrage, le traitement, la sécurisation des flux des transactions au sein des entreprises. La facturation électronique, de manière générale, ne vous empêchera pas, enfin, ne met pas fin à l'obligation d'une documentation de la piste d'audit fiable en interne. Alors, certes, ce sera peut-être plus structuré, plus automatisé. Toujours est-il que l'un va avec l'autre. Demain, vous ne serez pas exempté de cette obligation de documentation, sauf pour les deux formats très spécifiques certifiés qui existent déjà. Mais en tout cas, pour toutes les autres entreprises, la piste d'audit fiable sera aussi un moyen supplémentaire. Alors certes, aujourd'hui, qu'on ne doit pas communiquer de manière proactive à l'administration fiscale, on attend un contrôle pour la communiquer lorsque c'est demandé. Mais encore une fois, on aura toutes les informations informatiques, toutes les données comptables de paiement qui seront transmises et l'administration, si elle établit un contrôle, pourra vous demander aussi cette documentation de la piste d'audit fiable pour véritablement avoir une vision très globale de ce qui se passe dans l'entreprise. Donc, encore une fois, je pense qu'effectivement, anticiper dès aujourd'hui pour justement isoler et cibler toutes les situations peut-être un peu plus complexes et savoir prendre les bonnes décisions pour demain. Merci beaucoup pour votre écoute. Est-ce que vous avez des questions? Tout était limpide, clair. La nature du service qui vous sera rendu, donc parce que ce ne sera pas la même nature de service, Chorus va assurer un service, pas un minimum, en tous les cas, un certain niveau de service, qui n'est pas forcément assuré par les autres éditeurs, qui pourront peut-être générer plus de contrôle, qui ont peut-être plus d'interopérabilité avec une autre plateforme. Peut-être que commercialement parlant, vous allez avoir 4 clients importants qui travailleront avec une plateforme et pour vous, ce sera plus simple de travailler avec eux aussi. Il y aura plein de sujets qui vont venir en balance entre le choix de payer ou de ne pas payer. Peut-être aussi que, moi je veux dire un autre sentiment, peut-être en termes de sécurité IT, de tout mettre sur une plateforme d'État, si un jour elle se fait attaquer, vous serez peut-être plus content d'avoir une sécurité informatique. Alors, je ne dis pas que la plateforme d'État, qu'on s'entende bien, mais il y a plein de sujets qui peuvent vous amener d'un côté comme de l'autre. Le seul point, c'est qu'il faut se poser les questions de qu'est-ce qui est important pour vous et votre entreprise pour déterminer quel est le meilleur choix. Mais comment dire ça? Il y a bien des bus et pourtant les gens prennent des taxis. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est que le service public de transport existe et pour autant, on a envie on veut se déplacer d'une certaine façon. Donc, ça peut exister. Excusez-moi pour le parallèle un peu facile. Alors non. Enfin, genre, pardon, excuse-moi. Non, mais je pense pas parce que c'est. Non, mais je crois pas parce que c'est une. Alors, les experts comptables qui font de la tenue de compte, me semble-t-il, ont proposé de pouvoir émettre des factures. En revanche, que les commissaires aux comptes s'assurent de transmettre les données de facture, c'est un service technologique, en fait, je veux dire, de licence. Je ne crois pas que ce soit possible. Je ne sais pas, peut-être qu'il faut demander. Alors, peut-être que je suis allé trop vite, mais... Arnaud, peut-être que tu as l'information pour nous. Oui. C'est ce que je pourrais. Ça me paraît. En tous les cas, dans les autres pays, ça n'a jamais été le cas. Et je pense que ça pourrait trop rapprocher de faire du déclaratif pour l'entreprise, en fait. Donc, voilà.
C'est une réflexion qui est en cours dans certains gros groupes, oui, tout à fait. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose? Non, je crois que j'ai déjà beaucoup dit. Hein. Je ne pensais pas qu'on ferait 1h30. Comme quoi. Bon, mais s'il n'y a plus de questions, nous vous remercions pour votre présence et à la Cité des Échanges ou en distanciel. Et donc, le support sera transmis. Vous pourrez récupérer les slides présentés aujourd'hui. Comme ça, vous pourrez revenir dessus. Et bien sûr, on se tient à votre disposition, Laurent et moi, pour toute question, toute précision sur ces questions de facturation électronique. Et il y aura également un replay. Merci beaucoup. Merci, au revoir.